Bonjour à tous, moi, ça me fait très très plaisir d'être avec vous. À nouveau, j'ai envie de dire, parce que ça devient un moment, un temps fort régulier pour moi que d'être sur cet événement, et vraiment sincèrement, sans flagornerie, puisque vous me connaissez un petit peu maintenant, je dis ce que je pense en règle générale, mais je suis très très contente d'être là, parce que c'est un événement qui est concret, qui permet vraiment aux énergies positives de se croiser, d'échanger, de manière extrêmement pragmatique. Et c'est vraiment ce que j'apprécie de ce salon. C'est plein de bonnes idées qui se croisent. Et personnellement, vraiment, ce type de rencontre m'enthousiasme, je veux vous le dire. Parce que je ne vous cache pas que parfois on a un petit peu des coups de mou sur la rénovation énergétique. Quand on regarde la pente qu'on a à gravir, il peut se trouver parfois qu'on se dise que la pente est tellement raide qu'on peut y perdre un petit peu son optimisme. Mais quand on croise ici dans les couloirs tous les engagés, tous les optimistes, tous les gens qui innovent sur ces sujets-là, eh ben, en réalité, on se rend compte qu'on va vraiment dans le bon sens. Et donc c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, que je suis absolument enthousiaste avec vous sur ces sujets. Et puis, je voulais vous féliciter sur le thème de cette conférence, parce que rénovation des bâtiments sur le principe 2020 Ready 2050, c'est un titre vraiment excellent. C'est parfaitement bien trouvé, parce que ça nous met vraiment face au rétro-planning. Neutralité carbone en 2050, ça nous laisse 30 ans tout rond. Pour le parc privé, c'est pratiquement 1 million de rénovations par an, complètes. Alors clairement, on n'y est pas. Mais pour le coup, le réchauffement climatique et la rénovation énergétique des bâtiments ont une chose en commun, c'est que les courbes ne sont pas linéaires, mais exponentielles. Donc ça va nous rassurer. Au fur et à mesure que le réchauffement climatique avance, nos solutions avancent, nos énergies s'agrègent, et je suis persuadée qu'on battra le système et qu'on arrivera à aller plus vite que le réchauffement climatique. Je voulais aussi vous dire que ça ne me panique pas de voir qu'aujourd'hui, on a une montée en charge qui n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Ça ne me panique pas. Je suis confiante. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis en charge du plan de rénovation énergétique des bâtiments, que je le suis. Et je peux vous garantir qu'en 2 ans et demi, la transformation qu'on a sur ces sujets, elle est massive. Enfin, vraiment, je passe 20 heures, 30 heures par semaine à rencontrer des acteurs sur les sujets de rénovation énergétique. Et réellement, partout, les gens sont en train de changer d'échelle, sont en train de massifier leurs solutions, sont en train de s'agréger les uns aux autres. Et il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passent. Donc vraiment, une très grande montée en charge des acteurs. Donc je sais que parfois on a des coups de mou, mais je veux vous le dire, il y a des choses qui se passent. Deuxième chose pour laquelle j'adore le titre de cette conférence, c'est la manière dont s'invitent désormais des sujets qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour il y a 2 ans quand j'ai commencé, ou trop peu. Le titre fait un clin d'œil, enfin en tout cas moi je le vois clairement comme ça, sur la RE 2020, et ça interroge sur le fait que quand est-ce qu'on aura une RE 2020 de la rénovation? Déjà, quand est-ce qu'on aura une RE 2020 et quand est-ce qu'on aura une RE 2020 de la rénovation? Et je trouve que ça c'est parfaitement juste, c'est vraiment le prochain sujet. Alors, dans les différents sujets qui ont été abordés dans tous les ateliers que vous avez eus dans le cours de l'après-midi et dans la journée, le principe de zéro artificialisation nette s'invite maintenant sur le sujet. À 2050, ça veut dire que clairement, l'étalon du bâtiment qui jusqu'à présent faisait que c'était le neuf dont on parlait, progressivement, il fait place à la rénovation. Et ça, c'est une révolution. Reconstruire la ville sur la ville, je viens de l'entendre, donc j'étais ravie de pouvoir le répéter. Reconstruire la ville sur la ville, reconstruire les villages sur les villages, c'est important. Et donc, changer de méthodologie. Il faut que ce soit plus simple demain de reconstruire, de rénover, que de partir sur un terrain vierge. C'est ça l'enjeu et c'est ça vers lequel on est en train d'aller. Et à cet égard, les exemples de surélévation des bâtiments, c'est vraiment juste génial. On crée d'une contrainte, on crée une opportunité, on crée une nouvelle ressource fiscale en créant finalement un nouvel objet foncier qui du coup ramène de la valeur et qui permet de financer, pourquoi pas, les travaux du collectif dans lequel il s'inclut. C'est vraiment une excellente méthodologie. Et typiquement, il y a des CAUE qui poussent ces idées-là dans tous les territoires et ça a du sens, ça a du sens. Donc quelque chose qui était vu comme une contrainte auparavant devient une opportunité aujourd'hui. Dans les villages, où les zones sont moins denses, c'est les mêmes réflexions qui se mettent en œuvre,
mais au lieu que ce soit sur des bâtiments massifs qui se relèvent, eh bien on vient densifier les îlots de maisons. Et là encore, ça a du sens parce qu'à ces occasions-là, on repense des services pour des collectifs. Donc je crois que tout ça, ça a vraiment du sens et on sait qu'il y a des résistances. On sait que les acteurs du neuf voient encore des résistances, continuent de se dire que c'est ça l'étalon des choses. Alors bon, après, moi je prêche pour ma paroisse, moi je suis une défenseuse de la rénovation énergétique des bâtiments, absolument, mais je suis persuadée qu'on va faire du neuf avec l'ancien de plus en plus, et qu'en réalité, ce n'est pas un si grand pas de côté que ça. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment riche d'opportunités et qu'il faut se le voir comme ça. Ensuite, les déchets du bâtiment, ça a été également à l'ordre du jour aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne devrais pas dire les déchets, mais des ressources de deuxième vie plutôt. Ça me donne l'occasion de traiter de ce beau sujet avec vous. Penser autrement les déchets, c'est tout un enjeu. D'ailleurs, vraiment, vraiment, on devrait arrêter de dire déchets, on devrait parler de ressourcerie de plus en plus. On ne devrait plus parler de déchetterie, on devrait parler de ressourcerie. Alors, il ne vous aura peut-être pas échappé tous les travaux qu'on a menés autour de la loi économie circulaire sur les sujets du bâtiment. Et si ça vous a échappé, quelque part, c'est presque tant mieux, parce qu'en fait, un des gros défis que j'avais pour ma part, c'était d'être très, très vigilante à ce qu'il n'y ait pas trop de choses dans la loi économie circulaire sur les déchets du bâtiment. Je m'explique. Lors de la loi ESSOC, on avait réfléchi à un principe qui est de dire qu'il faut que chacun soit à sa place. C'est-à-dire le politique doit fixer l'objectif à atteindre et ensuite aux professionnels de trouver les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Jusqu'à présent, quand un politique voulait diminuer la consommation d'eau, par exemple, il définissait dans le code de la construction la taille du tuyau, à peu près. Aujourd'hui, on se dit chacun son boulot. Nous, on dit où on veut aller, on dit combien de pourcentage d'eau on veut économiser. À vous de trouver les solutions qui permettent d'économiser l'eau. Ça libère l'innovation. Typiquement, si j'avais bloqué uniquement avec la taille du tuyau, le mousseur qu'on peut ajouter au tuyau n'aurait jamais été inventé. Voilà. Donc c'est une méthodologie qu'il fallait absolument réappliquer sur l'économie circulaire. C'est-à-dire que si effectivement on veut des résultats de recyclage dans les déchets du bâtiment, il n'était pas question de trop contraindre les filières sur la manière d'y arriver. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur la REP, la responsabilité du producteur, que ça a fait débat, que ça a crispé, que ça a inquiété les acteurs du bâtiment. Mais vraiment l'objectif, c'est de laisser les acteurs du bâtiment qui connaissent le mieux leur filière se structurer, organiser les filières qui font sens pour que rapidement les matériaux de deuxième vie puissent devenir des ressources utilisables et de faire en sorte que là, on puisse, grâce à ça, décarboner les bâtiments. Et donc, on en arrive au troisième volet, de manière très, 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 très logique. On en arrive à la question du CO2 dans la rénovation. Parce que c'est bien ça la priorité dans la rénovation comme ailleurs. Et alors, pour que la rénovation énergétique reste vertueuse, il faut que nous démontrions plus efficacement, au risque de nous voir répondre d'autres choses sur lesquelles je vais revenir, que la rénovation a un effet sur le CO2. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus une petite musique qui me dit « Puisque l'énergie en France est principalement décarbonée, alors économiser l'énergie, c'est peut-être pas si utile que ça. Puisque l'objectif, c'est le CO2, pourquoi s'embêter avec la rénovation ?» Alors, par exemple, ce matin, j'étais au syndicat des énergies renouvelables et on avait des Danois qui nous disaient nous, en fait, la rénovation des bâtiments, ce n'est pas un problème puisque toutes nos énergies de chauffage sont décarbonées. Je dis oui, ça c'est vrai, mais en France, c'est un peu moins vrai. Et donc, la question qu'on a, c'est qu'il va falloir qu'on fasse la démonstration de mieux en mieux, expliquer que la rénovation des bâtiments a un effet sur le carbone. Sinon, on risque de nous voir opposé, qu'il faut simplement changer nos modes de chauffage et que finalement, si ça surconsomme parce qu'il n'y a pas d'isolation du bâti, etc., c'est pas très grave. Je pense que ce serait vraiment une erreur de raisonnement monumentale, qu'il ne faut pas laisser monter ce discours-là, il faut vraiment, vraiment le tuer dans l'œuf, parce que peut-être que même si on arrive à complètement décarboner nos énergies, peut-être alors sur un point de vue climatique, ça aurait du sens, mais ça n'en aurait aucun sur le volet social, et ça n'en aurait aucun sur le volet sanitaire, et ça n'en aurait aucun sur le volet économique.
C'est quand même 3 bonnes raisons de continuer à se battre pour que économiser de l'énergie soit le premier des réflexes. Et dans ce que je dis là, les 3 raisons de rénover, j'entends évidemment tous les autres sujets que vous avez traités là encore, le bien-être des habitants à l'intérieur du bâtiment, la santé des habitants à l'intérieur du bâtiment, vous avez mentionné la qualité de l'air intérieur. Je crois que ces sujets-là, c'est des sujets qui s'invitent de plus en plus. Et heureusement, c'est des sujets qui ont été largement sous-estimés et qui aujourd'hui deviennent absolument prioritaires. On passe 80% de notre temps, 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Ça, c'est extrêmement important. En gros, on a un ratio, 90% de la réflexion qu'on a sur la qualité de l'air, c'est plutôt tourné sur l'extérieur, où on est finalement assez peu. C'est la règle des 80-20, vous savez. 80% de l'argent investi, finalement, concerne 20% des cas. En gros, c'est ça sur la question de la qualité de l'air intérieur. Il va falloir qu'on inverse cette tendance-là et qu'on réfléchisse de mieux en mieux la ventilation des bâtiments et la qualité de l'air des bâtiments à l'intérieur des bâtiments, c'est vraiment primordial. Parce qu'en fait, et là vous l'avez vu quand vous avez travaillé sur les bureaux, on sait aujourd'hui chiffrer, il y a des gens qui savent vous chiffrer la perte de productivité des gens à l'intérieur des bâtiments mal isolés. Il faut savoir, mal isolés, mal ventilés. Réflexe. Et donc ce que je veux vous dire là, c'est que c'est vrai aussi pour la salle de classe. La salle de classe, c'est peut-être l'exemple qu'on a le mieux en tête, mais la salle de classe, quand vous avez des enfants dans une classe, au bout de 15 minutes, l'air est complètement saturé en CO2. Et en fait, les enfants, ils apprennent moins bien à partir de là parce que leur cerveau est juste moins bien ventilé. C'est aussi bête que ça. Et donc, du coup, si on veut que les cerveaux des enfants marchent bien, il faut ouvrir les fenêtres, trouver des systèmes qui ventilent bien. Eh bien, si c'est vrai pour les enfants, parce que, encore une fois, je ne sais pas, moi j'ai été prof dans une ancienne vie, donc je sais très bien que c'était extrêmement important d'ouvrir grand les fenêtres après chaque heure de cours. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Et c'est vrai aussi dans les bâtiments dans lesquels vous travaillez. Voilà. Et en fait, je me rends compte que ça a fait suite à tout ce qu'on a fait autour du travail sur la marque Fer. Sur la marque Fer, on a démarré en disant au démarrage la rénovation énergétique, on s'est dit, il faut rénover parce que vous allez faire des économies d'argent. Puis on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas toujours très sûr du retour sur investissement. Donc on a dit, on va arrêter de dire ça parce que ça n'est pas prouvé à 100% des cas, donc ça ne marche pas toujours, donc on va éviter de faire ça. On va dire, il faut rénover pour le climat. On s'est rendu compte que tout le monde ne se sentait pas immédiatement concerné par le climat. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, du coup, ce n'était pas forcément le meilleur argument de vente. Et on s'est dit, on va parler du confort. Et là, j'ai dit, attention, parce que si vous commencez à parler du confort dans les bâtiments, pour moi, le confort, c'est le canapé. Et en fait, le confort, ça va vite donner l'impression aux gens que c'est quelque chose de superflu qui vient en plus et qui n'est pas indispensable. En réalité, on n'est pas là. La question du confort, elle est directement liée à la santé des gens dans le bâtiment. Ce n'est pas une question juste de bien-être, c'est une question de pouvoir vivre en bonne santé dans les bâtiments qui nous abritent. Et là, par contre, on se rend compte qu'il y a des effets extrêmement importants qui sont encore trop mal évalués de ce qu'on fait et de l'absurdité de mettre des gens dans des bâtiments qui ne sont pas sains. Il y a des études européennes qui ont été menées qui montrent que si on éradiquait le mal-logement sur toute l'Europe, alors évidemment, ça coûterait très cher, mais l'investissement qu'on mettrait serait remboursé sous 18 mois. 18 mois. Parce qu'on éviterait des dépenses de santé, parce qu'on éviterait des dépenses qui sont liées à une mauvaise insertion sociale, parce qu'on aurait toutes sortes de frais en fait, indirects qui n'auraient plus lieu d'être. Alors on sait comme c'est difficile de faire passer les sujets de prévention et de les chiffrer, parce que quand on est dans la prévention, justement, on évite les coûts. Et ça, on ne sait pas chiffrer correctement dans un budget les coûts évités. On s'est fixé les coûts qu'on a, c'est-à-dire ce que ça va nous coûter, franchement. Par contre, on a beaucoup de mal à évaluer les coûts évités. Et je crois qu'il faut qu'on trouve des méthodologies budgétaires pour arriver à mieux mettre ça en avant. Voilà, donc ça, c'était un des points. Et puis, parce qu'il faut quand même que je vous fasse un petit peu rêver sur ce qui vient devant nous, j'aimerais vous parler des bonnes résolutions, parce que c'est un peu tard pour vous présenter mes vœux, mais du coup, je peux encore vous parler des bonnes résolutions de l'année. Et sur les bonnes résolutions de l'année, je pense qu'il y a un sujet sur lequel il faut vraiment qu'on bosse ensemble. En tout cas, moi, ça va être une de mes grandes priorités de l'année. C'est la garantie de résultat
dans l'efficacité énergétique. Je crois que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de se dire qu'aujourd'hui on met autant d'argent sans garantir les résultats de ce qu'on propose aux gens. Ça n'est juste pas possible. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler. Les artisans travaillent bien, ça je pense qu'il faut se le dire. Je vais tuer tout de suite la question des fraudes, parce que j'ai une théorie sur la question des fraudes qui émerge, c'est qu'aujourd'hui on a un outil de production qui fait qu'on peut faire à peu près 350 000 rénovations par an. On est en train de massifier et de mettre beaucoup d'argent pour lever les freins financiers, pour faire en sorte qu'on puisse massifier les rénovations. Donc on est en train d'augmenter le nombre de rénovations qu'on propose de l'autre côté. Mais si vous avez un outil de production qui n'a pas bougé, qui fait 350 000 rénovations historiquement, et que vous arrivez à monter à 500 000 rénovations de l'autre côté, là vous avez 150 000 fraudes. C'est aussi simple que ça. Les marchés ne sont pas couverts par les acteurs historiques, ou trop peu. Ils peuvent en absorber, je caricature, ils peuvent en absorber une part, mais le problème, c'est que traditionnellement, ce n'est pas eux qui vont principalement répondre à ce marché-là. C'est des gens qui sont, pas toujours des gens qui sont fraudeurs, mais c'est des gens qui sont nouveaux sur le marché, qui n'ont pas forcément les compétences, qui n'ont pas forcément les formations qui vont avec. Et donc, dans le même temps qu'on travaille à massifier les leviers pour aider à ce qu'il y ait plus de gens qui rénovent, il faut aussi qu'on aide massivement l'outil de production, donc les gens qui rénovent, à recruter, à rénover et à faire en sorte à former leurs équipes. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point sur lequel je vais travailler. Donc la garantie de résultat dans l'efficacité énergétique. Et là, tous ceux qui sont dans la salle et qui ont envie de me donner des idées pour améliorer ce volet-là, je suis preneuse de vos idées. Je crois vraiment qu'on a du travail là-dessus. Je rêverais de pouvoir garantir les travaux dans la garantie décennale. On devrait pouvoir dire de la même façon que je vous garantis que l'immeuble que je vous ai livré ne vous tombe pas sur la tête. On devrait pouvoir dire de la même façon les travaux d'efficacité d'énergie que je vous donne, je peux vous les garantir. Et donc, ça c'est un point. Travailler sur la montée en charge de l'outil de production, c'est un deuxième point. Il y a un point sur lequel je pense qu'il faut absolument travailler, c'est le reste à charge zéro pour les très précaires. Moi, je suis persuadée qu'en dessous du seuil de pauvreté, on doit vraiment trouver des systèmes 100% financés, 100% accompagnés, 100% rénovés, et qu'il faut là-dessus être absolument intraitable sur des méthodologies claires. Donc là encore, on a besoin de continuer à bosser sur ces sujets. Et enfin, un outil sur lequel je travaille et qui me paraît extrêmement important, c'est la question d'un outil de réception de chantier. Aujourd'hui, c'est un document qui est trop mal utilisé, trop peu exploité, mais je vais vous donner une comparaison. Aujourd'hui, on me dit les travaux, c'est tellement anxiogène qu'il faudrait qu'il y ait un tiers de confiance qui vienne à la réception de chaque travaux pour voir si ça s'est bien passé. Je leur dis, moi, il y a un truc que je trouve encore plus anxiogène, c'est un accident de voiture. Et en fait, quand vous avez un accident de voiture, vous n'avez pas un tiers de confiance qui vient systématiquement voir ce qui s'est passé quand vous avez eu un accrochage. Qu'est-ce qui se passe? On sort son constat à l'amiable. Et c'est ce document qui garantit les deux parties. Et aujourd'hui, ce document, dans les travaux, c'est la réception de chantier. Si on a un outil de réception de chantier qui est plus clair, qui est un outil qui est fait pour les gens, comme vous et moi, qui ne connaissent pas forcément grand-chose aux travaux, et qu'on leur donne des clés pour dire « vous avez un artisan en face, voilà les éléments sur lesquels vous devez vérifier qu'il a travaillé correctement », ben vous éviterez 80% des malfaçons. Et de la même façon, c'est sécurisant également pour l'artisan. Parce qu'aujourd'hui, il y a un jeu qui se fait dans les territoires, c'est que je ne vais pas régler la totalité de la facture. Parce que finalement, je ne suis pas tellement sûre, donc si la facture était de 17 000, ben, je vais payer 15 000. Et puis s'il veut les 2 000, ben, il n'a qu'à faire des réclamations. Sauf que l'artisan, il n'a pas les ressources ni financières, ni légales, etc. pour aller faire ces recours-là. Donc la plupart du temps, il abandonne les 2 000 €. Et ça, c'est pas normal, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc finalement, si on avait cet outil de réception de travaux formalisé, qui soit un outil stable et concret pour les deux parties, alors on pourrait sécuriser les deux parties dans leurs relations commerciales. Ça sécuriserait les pros qui savent qu'ils seront attendus sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, et pas sur d'autres choses. Et de la même façon, les particuliers, ils savent que si ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, il est vérifié, alors ils peuvent être tranquilles, leurs travaux ont été bien faits.
Et donc je pense que ça détendrait quand même tout le monde d'avoir cet outil-là. Et avec un peu de chance, vous le verrez arriver rapidement. Voilà, je vous ai parlé de ça. Dernier point sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille, c'est enthousiasmer les jeunes sur les métiers de la rénovation énergétique. Si on fait un petit rétro-planning, hein, je vous l'ai dit, c'est à peu près 1 million de rénovations par an qu'il faut faire. Je vous ai parlé d'un outil de production qui est capable de faire 350 000 rénovations par an. Bah, c'est simple, il faut un minimum multiplier par 3 ou 4 notre outil de production. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire qu'il va falloir massivement recruter dans ces métiers-là. Et comment voulez-vous qu'on recrute dans les métiers de la rénovation si aujourd'hui, le message qui est envoyé dans les écoles, c'est que si tu n'as pas réussi à l'école, bah, va dans ces filières-là. Comment vous voulez que ça marche? Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que massivement, on dise aux gamins qui font grève le vendredi parce qu'ils ont peur pour le climat, en fait, tu sais quoi? Arrête de faire grève, va dans les métiers de la rénovation. C'est ça qu'il faut qu'on leur dise. Parce que c'est eux qui, concrètement, vont sauver la planète. C'est ça qu'on doit leur dire. Il faut vraiment qu'on réenthousiasme et qu'on réenchante les jeunes générations qui ont besoin de savoir quoi faire pour sauver la planète. Parce que sincèrement, ils ont peur. Alors, je dis souvent, il y a Greta Thunberg qui vient avec, vous savez, la fin du monde est proche, la fin du monde est proche. Alors ça marche, les gens ont peur. Maintenant, les gens ont vraiment peur. Mais du coup, ils ont vraiment besoin d'avoir des moyens d'action. Et les jeunes, si on ne les aide pas à trouver des portes de sortie positives à la peur dans lesquelles on est en train de les plonger, concrètement, on va les perdre. C'est juste pas possible. Donc du coup, il faut vraiment qu'on leur trouve des portes de sortie. Ces portes de sortie, c'est les réenthousiasmer sur des métiers concrets, comme ceux du bâtiment. Et c'est comme ça qu'ils vont sauver la planète. Je pense qu'il faut le dire. Voilà, j'étais un peu longue, mais en conclusion, je veux vous dire que si vous avez été attentif à tout ce que vous avez vu aujourd'hui, normalement, vous ne pouvez plus dire que rien ne se passe sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est la première chose. Partout, il y a des choses qui se passent. Chez les bailleurs, qui sont toujours les numéros 1 de l'innovation dans la réno, dans les copropriétés, malgré les difficultés de processus décisionnel qu'ils connaissent encore, dans le parc tertiaire, évidemment, sur les bâtiments scolaires, chez les particuliers. Du côté du gouvernement, a été lancé, entre autres, et pêle-mêle depuis le mois de novembre, donc ça ne fait pas 300 ans, hein, juste depuis le mois de novembre, une campagne d'information pour lutter contre les fraudes, MaPrimeRénov', le programme SAR, alors qui est en grande partie venu démêler les problématiques du service public de l'efficacité énergétique de l'habitat. Donc c'est quand même, c'est un gros dossier qui avait un peu traîné, c'est débloqué en grande partie. Et l'État lui-même s'engage, par exemple, à sortir ses chaudières fioul. Voilà, donc il y a une question d'exemplarité. Il se passe plein de choses dans la rénovation énergétique. Il faut que vous le disiez, il faut que vous le répétiez, et il faut que vous en soyez convaincus. Il faut que vous luttiez contre la morosité. Je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça, mais en tout cas, il faut lutter contre la morosité qu'on entend parfois. Et il faut se dire que, oui, certes, ce n'est pas fini, mais ça va franchement dans le bon sens. On est vraiment en train d'arriver à agréger des idées extraordinaires qui vont vraiment nous permettre d'avancer. Alors, je ne veux pas terminer en faisant le vieil animateur télé quand même, mais je peux vous dire, vous pouvez franchement vous applaudir, vous, parce que c'est vous qui faites le boulot. C'est vous tous là qui faites le boulot. Donc applaudissez-vous avec enthousiasme, c'est votre job. Faites-vous plaisir 5 minutes et dites-vous que vous avez fait du bon boulot. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à vous, Madame la députée, pour ce discours résolument optimiste et volontariste.